Bonjour et bienvenue sur SwissMed en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler de cybercriminalité et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Thierry Blanc, responsable de la gouvernance chez DFI Services. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Et Michel Jacquard, associé à l'étude IT-Est Avocat. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Alors, cybercriminalité, c'est quoi? C'est un criminel qui travaille sur les data ou sur le digital? C'est ça, c'est l'ensemble des infractions qui sont commises au moyen de moyens informatiques. Et donc, ça peut être des atteintes aux biens ou des atteintes à la personne. Mais c'est déjà un criminel avant tout, je parle à l'avocat. Donc il rentre dans le cadre des criminels. Tous les cybercriminels sont des criminels. Et certains se rendent criminels parce qu'ils violent des dispositions précises du code pénal qui ont pour but de protéger véritablement des systèmes informatiques, des données informatiques. Donc on a quelques dispositions qui visent des cas très typiques de cybercriminalité, mais on peut imaginer inclure dans la définition de cybercriminel tous ceux qui sont des escrocs et qui, il y a quelques années, perpétraient leurs crimes par le biais de courriers, et aujourd'hui le font par email ou par WhatsApp. Mais alors, je dirais que la plupart des criminels deviennent des cybercriminels aujourd'hui parce que nous ne sommes plus à l'époque des brigands où on venait vous donner un coup de poing et vous piquer les quelques billets que vous aviez dans la poche. Mais vous avez parfaitement raison dans la mesure où Internet, quelque part, s'immisce dans chaque acte de notre vie quotidienne. La criminalité, elle aussi, devient cyber ou a un aspect cyber ou technologique de plus en plus avancé. Et quels sont leurs objectifs ces cybercriminels? Alors, je pense qu'ils ont des idéologies ou des idées politiques à promouvoir, ça c'est une de leurs raisons. L'appât du gain en est clairement un, on sait qu'on peut revendre des données, les pirates en ont bien compris la valeur, des données de carte bancaire ou des données d'identifiants bancaires se revendent jusqu'à 1000 $ sur des réseaux parallèles, donc ça a une valeur. Ou alors, un nombre de machines infectées peut aussi se revendre parce qu'on peut le retourner comme une arme contre des entreprises ou des systèmes d'information. Donc ce n'est pas que pour des raisons financières, il y en a qui le font pour la gloire, d'après ce que je comprends. Malheureusement, ils se font de plus en plus rares, ces white hats. Évidemment, certains se targuent de le faire pour la gloire. Ce que l'on constate, franchement, en étant à côté de clients qui sont victimes d'actes de cybercriminalité dans la région, c'est que la plupart du temps, sinon la totalité du temps, c'est l'appât du gain, c'est rançonner, c'est extorquer, ou c'est chercher à avoir un accès à des informations qui autrement n'étaient pas disponibles. Donc on est vraiment dans une perspective de criminel. Quand vous parlez de victimes, dois-je penser à des êtres humains, des entreprises, voire des États? Oui, je crois qu'on peut imaginer tous ces cas de figure. Alors, des êtres humains, oui. Une partie de la cybercriminalité qui se développe, qui est en fait l'atteinte à la réputation. Et on est très vulnérable en tant qu'individu à des tentatives d'atteinte à la réputation en ligne. Parce qu'on a beau crier sa bonne foi et chercher à reprendre le contrôle du message et de ce qui est dit sur nous, c'est extrêmement difficile. Donc les individus sont concernés. Les entreprises, oui. Les États, certainement. En tout cas, si l'on en croit les très récents et fréquents mentions qu'on a dans la presse d'espionnage entre États. Oui. Vous parlez d'entreprises, vous qui avez des entreprises qui sont clientes et vous vous occupez de cette sécurisation de leurs données. Ce sont des grandes entreprises, des petites entreprises, des secteurs d'activité spécifiques, que peut-on en dire? Alors parlons de secteur d'activité, je crois qu'aujourd'hui le secteur financier bien sûr est une cible à cause des données financières. Les organisations gouvernementales pour des raisons idéologiques, les entreprises elles ont des données comme on l'a dit, elles ont également un savoir-faire et une image à défendre. Mais ce qu'on constate de manière beaucoup plus globale, c'est que les PME aujourd'hui sont des cibles réelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont probablement moins bien protégées, elles ont moins de moyens à accorder à l'informatique et à la sécurité. Et donc ce sont aussi des portes d'entrée vers les grandes entreprises. Elles ont moins de moyens ou elles sont aussi peut-être pas renseignées? Elles sont probablement moins sensibilisées. Aujourd'hui, la prévention n'est plus forcément de mise, c'est-à-dire qu'on agit une fois que l'incident est arrivé. Et là, on se pose des questions. Malheureusement, il faudrait sensibiliser avant les collaborateurs pour leur expliquer comment se déroulent ces attaques et donc comment s'en prémunir. Oui, mais si une entreprise est dans le monde du advienne que pourra, ses clients ne le sont pas. Aujourd'hui, entrer dans une grande entreprise peut se faire peut-être par le biais d'un de ses sous-traitants? Absolument. C'est vrai que les grandes entreprises ont une problématique, c'est qu'elles ont un nombre de choses à surveiller qui est conséquent, donc ça c'est une difficulté. Et les petites entreprises, elles, sont confrontées au peu de moyens.
Donc par rapport aux grandes entreprises, on pourrait dire que le cheval de Troie serait peut-être cette petite entreprise ou même l'individu lui-même. Oui, mais vous savez, le cheval de Troie, il a quand même passé par la porte principale de Troie. Et la difficulté avec la cybercriminalité, c'est qu'il y a une conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, ce qu'on va chercher, ce sont des données. Et jusqu'à très récemment, ces données, on savait où elles étaient. Elles étaient, il y a peut-être encore 15 ans, sous clé dans le bureau du patron, dans un classeur, il n'y avait aucune copie. Puis, elles étaient en fait sauvegardées aussi à un autre endroit qui était le département ressources humaines ou le département financier. Aujourd'hui, tout est sur le cloud et tout est accessible par chacun, y compris par les employés qui ont le droit de venir au travail avec leurs propres tablettes, etc. Donc, en fait, ces données qui sont la cible de ces cybercriminels, elles sont accessibles par différents points d'entrée. Alors, ça peut être le fournisseur, ça peut être pour une PME, directement le site web qui est mal protégé. Ça peut être d'autres points d'entrée qui sont un peu plus subtils à découvrir et ça peut être aussi l'employé. Vous l'avez mentionné, l'employé, c'est souvent le maillon faible de bonne foi, mais simplement cet employé va être négligent en donnant par exemple son mot de passe à quelqu'un qui va l'appeler sans vérifier si cette personne... Carrément. Carrément. Et c'est ça qui est le plus problématique dans une perspective de défense correcte d'une entreprise, c'est qu'il faut vérifier chacun de ses points d'entrée, chacun avec une méthode différente. Je pense que ce que Michel souligne est tout à fait juste, c'est-à-dire que la sécurité est quelque chose de transverse, il ne faut pas l'aborder de manière unique. Et moi, la réflexion que j'apporterai à ces propos, c'est qu'on a de bons réflexes dans la sécurité physique. Quand vous partez de chez vous, vous fermez la porte à clé. Pourquoi ne pas adopter ces bons réflexes dans le monde numérique? Vous donnez vos clés à personne d'autre, donc de la même manière avec vos mots de passe, il faut réagir de la même façon. Donc je pense qu'il y a un vrai travail d'évangélisation et d'explication à tous les collaborateurs des entreprises pour qu'ils adoptent les bonnes pratiques. Et ça vaut pour la PME comme pour la grande entreprise. Il ne faut pas imaginer que la grande entreprise qui est mieux protégée au niveau informatique, au niveau technologique, sera plus difficile quelque part à conquérir pour un pirate si en fait une partie des employés ou des sous-traitants n'ont pas été sensibilisés à ces questions-là. De toute façon, les grandes entreprises ou les petites ont un lien qui est très fort, c'est l'humain qui est toujours là. C'est très juste. L'employé d'une petite entreprise ou l'employé d'une grande entreprise pourrait commettre les mêmes erreurs. Et est-ce qu'il y a, on peut parler d'une ampleur aujourd'hui de cette cybercriminalité, puisque ne serait-ce que pour quelques exemples, de plus en plus de personnes travaillent chez elles, cette notion de télétravail, de déplacement, de mobilité, ce sont des portes ouvertes, non ? Alors je pense surtout que ce sont les typologies d'attaques qui changent. Auparavant, on était confronté à des attaques de masse, c'est-à-dire des attaques opportunistes. Un pirate qui découvrait une vulnérabilité, qui la déployait à large échelle. Aujourd'hui, on n'est plus sur des attaques ciblées, c'est-à-dire que l'objectif est bien défini et que le pirate sait exactement où il veut en arriver. Donc le pirate, de son côté, il va déployer des moyens d'enquête assez phénoménaux, c'est-à-dire qu'il va collecter de l'information dans le but de rentrer avec un objectif défini. Et cette collecte d'informations, donc pour terminer le débat, nous pouvons dire que l'humain reste quand même la pierre angulaire de ce défaut de faille ou de cette entrée. Alors en tout cas, de mon expérience, approcher la question de la sécurité des données uniquement sous un angle technologique, en achetant des solutions qui fonctionnent parfaitement. Peut être déjà une faille en soi. Peut être déjà une faille en soi parce qu'effectivement la composante humaine, utilisateur des services, n'est pas du tout prise en compte. Et c'est là où il y a effectivement un grand effort à faire et c'est là aussi où on peut, par la prévention, chercher à minimiser les conséquences. Parce qu'une fois que vous avez une brèche, une fois que les données sont sorties, il est extrêmement difficile, évidemment au niveau judiciaire, au niveau juridique, mais de contrôler le dommage, en particulier à la réputation de l'entreprise. D'accord. Eh bien, nous avons fait, je pense, un tour générique. Nous pouvons dire que la première faille de la cybercriminalité reste l'humain. Eh bien, nous étions donc avec Thierry Blanc de DFI Service. Merci Thierry. Merci. Et Michel Jacquard de l'étude IDEST Avocat. Merci Michel. Merci. Vous étiez avec SwissMade en collaboration avec Ducascopy TV.